Bonsoir, docteur Olivier Chambon. Ça fait plaisir de réussir à avoir un petit peu de temps de votre journée. Et nous discutions il y a quelques secondes et vous avez utilisé une belle phrase, comment on découpe la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous que le découpage de la réalité? Comment ça s'applique au travail que vous faites, euh, à l'évolution du retour des psychédéliques dans la médecine officielle, au niveau de la psychiatrie? Euh, qu'est-ce que vous appelez le découpage de la réalité? Je peux vous répondre de deux façons, soit de façon psychologique, Mhm. c'est-à-dire qu'on a tous des schémas cognitivo-affectifs dysfonctionnels, des relations d'objets intériorisés, bref, des filtres émotionnels et mentaux qui fait que on ne perçoit de réalité que ce que nos filtres veulent bien nous faire voir, nos Mhm. conditionnements, nos croyances, etc. Et ça, c'est la part psychologique. Et puis, il y a la part, on dirait, je dirais pas spirituelle, mais la part liée à la conscience. Et j'aime bien cette expression VR égale F de EC. Alors, je vais m'expliquer. S'il vous C'est une équation. plaît. VR, c'est vision de la réalité, Oui. égale F, c'est-à-dire fonction en mathématiques. Mhm. De E, c'est fonction d'état de conscience. C'est-à-dire que suivant l'état de conscience dans lequel on est, soit en état assez rétréci, comme est la conscience ordinaire. Là, en ce moment, vous et moi, on est en état altéré de conscience. Un On petit n'est peu. certainement pas dans la grande conscience avec un C majuscule, la conscience pure, la conscience primordiale, la conscience fondatrice de l'univers. Mhm. On est dans un dérivé sous-lumineux, on va dire, de cette conscience, on a une petite conscience individuelle. Mhm. Et plus on élargit la conscience, quelle que soit la méthode, hein, parce que les psychédéliques sont une méthode, bien sûr, rapide pour élargir la conscience. Il y a d'autres méthodes spirituelles qui l'élargissent plus progressivement, mais peut-être de manière plus progressive et constante, on va dire. Oui. Mais tout aboutissent au tronc final commun de rejoindre, de se connecter à l'océan primitif de la grande conscience. Donc plus on est haut dans cet élargissement de conscience, plus on va percevoir la réalité différemment. Et en général, plus on élargit la conscience, plus on la voit de manière riche, complexe, belle, harmonieuse, intelligente, et avec le sentiment que tout est relié et tout a un sens, et que tout provient de cette grande conscience, de cette source. Et c'est Et ça quand, qu'on obtient dans les expériences, excusez-moi, mystiques ou spirituelles de haut niveau, ou avec les psychédéliques, ou avec la méditation, ou avec le yoga, certains. Mais tout ça à un certain niveau. Et là, la personne, comme ça, elle contacte des champs ressources, des champs d'information. Moi, j'appelle ça des champs de vie, VIE, l'acronyme, c'est-à-dire vibration, information, énergie. De plus en plus important, de plus en plus complet, de plus en plus inspirant. Voilà. là, ce que vous dites là me fait penser à Irving Laszlo et la façon dont il parle des champs akashiques, un petit Oui. peu. Et comment vous amenez cette démarche? Parce que, bon, vous êtes un professionnel de la santé, vous êtes psychiatre, médecin, donc, comment vous amenez ce, ce travail de recherche de l'expansion de la conscience dans la pratique médicale, dans l'approche? Comment est-ce que ça touche votre pratique, votre démarche dans le Mais en suivi? fait, c'est la pratique psychothérapeutique qui m'a amené à ça. Je Mhm. m'explique. C'est en me formant à l'EMDR puis à l'hypnose, parce que l'EMDR m'a conduit à me former à l'hypnose, vu ce qui se passait pendant les séances. Je me suis dit, oulala, mais il y a un potentiel dans les états modifiés de la conscience que permet l'EMDR qui vaut vraiment la peine que je me forme en hypnose. D'accord. Et pendant l'hypnose sont arrivées des expériences extraordinaires, parce que ça crée des états de conscience modifiés, bien sûr, élargis. Mhm. Et là, je me suis intéressé du coup au chamanisme et au psychédélique conjointement. J'ai découvert les deux domaines en même temps. Et là, j'ai vu le potentiel énorme des états modifiés de conscience pour la thérapie, où le petit moi, qui lui a très peu de ressources ou a un point de Oui. vue très limité, très isolé, Mhm. est assisté par les champs de conscience qu'il connecte, qu'il contacte grâce à l'état élargi de conscience. Et elle lui donne des informations, des ressources et des forces que n'a pas le petit moi en lui-même. Vous voyez. C'est Et magique ce que vous dites là, parce que là, on rentre presque déjà dans le monde du rêve ou du rêve chamanique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais pour être plus précis, vous dites que les gens touchent non pas non seulement des états de conscience, mais ils touchent des informations. oui, et d'autres champs de conscience autonomes, différenciés et séparés d'eux-mêmes. Effectivement, on pourrait dire qu'au départ, il y a l'esprit ou la grande conscience avec un C majuscule ou Dieu 2.0, peu importe comment on l'appelle, et que comme un soleil, ce grand esprit a des rayons.
Les rayons qui sont des champs différenciés de lui-même, des facettes de ses qualités qu'il vise à exprimer et à incarner dans la dualité pour se rencontrer lui-même, finalement, comme un miroir. L'esprit avec un grand E, la conscience avec un grand C, se tend un miroir dans lequel elle se contemple et dans lequel elle exerce ses forces et elle acquiert encore plus de conscience et de connaissance en se frottant à autre chose qu'elle-même, qu'elle a elle-même créée. Comme si la matière, c'était l'âme à tiers, c'est-à-dire un tiers pour que l'âme, pour la conscience, puisse se refléter et apprendre d'elle-même. On pourrait dire que la conscience, c'est comme un grand océan étale, silencieux au départ. Seules quelques vibrations signalant ses intentions commencent à créer des formes. Mais si elle restait comme ça, plate, elle ne serait même pas consciente d'elle-même. Donc elle a besoin de créer la dualité, c'est-à-dire deux éléments qui se regardent mutuellement et qui ont une partie de la conscience en eux, mais qui ne sont pas que conscience, qui sont aussi matière, ou formes immatérielles parfois, mais des formes, c'est-à-dire des fixations, des choses qui sont moins fluides et qui ont un peu perdu de l'harmonie, de l'intelligence de la conscience. Bref, revenons en arrière. Quelle était la question pour que je puisse me retrouver? La question, je vais vous amener une question. Comment ça s'intègre dans une démarche psychothérapeutique? Parce que là, vous amenez les gens peut-être à toucher des états, on va dire, altérés ou différentes consciences ou des ressources différentes, plus profondes. Et comment ça peut s'intégrer dans l'expérience de la personne et l'amener à résoudre soit des traumatismes ou des... Je ne sais pas comment... ou le... Ça m'embête parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fini ma phrase de la question Allez-y, précédente allez-y, allez-y. et que du coup, je dois laisser peut-être les auditeurs en suspens. Mais le problème, c'est que je ne me souviens pas du cours de ma pensée. Donc, Ça va revenir. admettons que je suis désolé pour ceux que ça va frustrer. Non, 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 ça va revenir, vous en faites pas. Donc, en tout cas, je me suis aperçu à partir de la pratique d'état de conscience modifié en thérapie, Mm, du potentiel des états élargis de conscience. C'est ça que je disais mm. tout à l'heure. Vous parliez Et de le MDR qui vous oui, avait le amené à la MDR, hypnose, découverte. chamanisme, Mm, psychédélique, mais qu'en fait, tout se conduisait au même endroit. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on appelle le tronc final commun. C'est un peu comme l'entonnoir, on verse en haut, mais tout va au même endroit. ouais. Et toutes ces méthodes, quelles qu'elles soient, permettent d'atteindre une même réalité supérieure. C'est ce qu'on appelle la qualité noétique, Noétique, Mhm, des expériences. C'est-à-dire que les gens, plus ils montent dans les états élargis de conscience, en direction de la grande conscience, on va dire, mhm, plus euh, ils savent que ce qu'ils vivent est plus réel que ce qu'ils avaient vécu dans l'état de conscience rétrécie sous-jacent, ouais. plus bas dans les niveaux de. Et ils se disent, mais c'est plus réel que la réalité. Ce que je vis en fait comme la réalité n'est qu'un rêve ou parfois un cauchemar, alors que là, je suis dans une réalité supérieure, qui n'est encore qu'un grand rêve de l'esprit. Hein, moi, je distingue trois grands niveaux, celui de l'esprit avec un E majuscule, Mhm, ensuite celui des esprits avec des petits E, c'est-à-dire mhm, des champs partiels, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure que je rattrape là, des champs partiels de la grande conscience, des rayons de ce grand soleil, des vagues de ce grand océan, bref. Et qu'après, ça c'est un monde, on peut appeler ça le monde du rêve dans le monde chamanique, c'est-à-dire c'est le grand esprit qui fait des rêves, et en faisant des rêves, il crée des réalités, quoi. Voilà. mhm. Et en dessous, encore, il y a le sous-rêve, la sous-réalité, qui est notre état ordinaire de conscience. Voilà. Effectivement. Et alors, dans les thérapies, souvent, mais même la psychanalyse, dans la psychanalyse, souvent, les gens sont mis en état élargi de conscience, de par le silence, de par la position allongée, parfois les yeux fermés, de par le fait qu'ils ne voient pas le thérapeute, qu'ils sont donc en face à leur propre imaginaire et même au-delà, ils se mettent à rêver. Parfois, en psychanalyse, on s'endort et on rêve. Et c'est intéressant parce que le rêve a souvent à voir soit avec l'inconscient du thérapeute, soit avec le processus thérapeutique qui se passe. Exactement. Hein. Mm. Mais on peut aller au-delà de ce petit rêve, on peut aller dans le grand rêve d'origine de l'esprit ou même dans l'esprit. Ça, c'est en montant dans les états de conscience. J'ai fait un livre qui va paraître chez Le Duc en septembre-octobre de cette année, qui Mhm. va justement présenter un modèle en 6 étapes de l'élargissement de la conscience avec les psychédéliques ou avec les autres méthodes, en D'accord. passant du niveau très personnel, très ordinaire, à l'inconscient personnel et collectif, à la parapsychologie, aux états de conscience non locaux, indépendants du temps et l'espace, Mhm. puis ce qu'on appelle le transpersonnel, puis ce qu'on appelle le spirituel, où on est en présence d'une force ou d'une forme qui s'appellerait Dieu, entre guillemets, puis ensuite le mystique, où là, on est Dieu, ou en tout cas, il n'y a plus de différence. Enfin, je distingue et je décris ces royaumes de la conscience, ces royaumes de la conscience, pardon, euh, de manière substantielle, imagée, en fonction de ce que j'ai rencontré, non seulement avec les psychédéliques, mais aussi avec les autres méthodes de développement spirituel. Et c'est important d'avoir une petite cartographie pour se repérer, parce que c'est vrai que quand on commence une expérience
d'état élargi de conscience, ça peut aller loin, ça peut aller large, ça peut aller un peu partout, comme tout est relié par la même substance conscientielle. Moi, j'appelle ça l'ascension de la conscience, c'est-à-dire que la conscience est présente à des proportions variables selon les plans d'existence, mais c'est toujours le même grain, le même type de conscience qui est présent. C'est juste la proportion ou l'assemblage des formes qu'elle crée, mais c'est la même. C'est pour ça qu'il y a un fil rouge qui relie tout élément de l'univers. Et c'est intéressant parce qu'on peut vraiment monter comme un ascenseur les différents plans en étant relié au plan sous-jacent, mais c'est pas évident parce que ça peut nous amener partout dans l'univers, Oui, visible oui, ou invisible, oui. peuplé d'esprits qui ressemblent à nos consciences ou d'esprits totalement différents. Et ça, les chamans le disent, et croyez-moi, j'ai fait des voyages intérieurs qui m'ont montré que c'était pas du tout du pipeau, du folklore, de l'imagination, de la rêverie. Moi, j'ai l'avantage, entre guillemets, la chance peut-être, de dire que c'est pas une chance, d'être psychiatre et psychothérapeute, ça veut dire en tant que psychiatre, j'ai beaucoup travaillé avec les patients psychotiques. Même pendant les 16 premières années, j'étais praticien. J'ai d'abord chef de clinique universitaire, puis ensuite praticien hospitalier dans les services de psychiatrie. J'ai écrit 3 livres sur les thérapies cognitives et comportementales et psychotiques. Donc, c'était ma spécialité d'étudier le fonctionnement mental des psychotiques, comment ils se créent des mondes à l'intérieur de leur tête qui confondent avec la réalité. Donc, je suis bien placé pour savoir que ce n'est non pas des hallucinations, mais des visions réelles de mondes différents. Et qui existe vraiment, même qui existe plus que le nôtre, mais nous, quand on est dans le nôtre, on croit que c'est le nôtre qui existe et pas les autres. Donc, on fait une grosse erreur de jugement sans le savoir. Et on prend ceux qui perçoivent, mais pas de manière involontaire, comme certains psychotiques, mais vraiment de manière volontaire, avec une technologie sacrée, puis qui vont investiguer ces mondes, on va en retirer des richesses, des ressources, des enseignements, les ramener sur Terre, etc. On prend ces gens-là pour des fous ou des illuminés, ça, mais entre guillemets, je suis désolé, en tant que psychiatre, je peux nous le dire, on est dans un monde de fous. Et c'est pas eux qui sont les fous. Notre monde, tel qu'il fonctionne actuellement, notamment avec le néolibéralisme, avec une idéologie comme quoi l'homme est à loup pour l'homme, que seule la concurrence et la compétition sont valables, ce qui est complètement faux, parce que c'est pas comme ça que les espèces évoluent. Au contraire, même Darwin, qui était mal interprété, ne disait jamais qu'il fallait de la concurrence, de la compétition pour qu'une espèce survive au mieux. Au contraire, il a montré, et il y a notamment Kropotkin aussi qui a montré ça en reprenant Darwin, que, au contraire, ce sont les espèces qui coopèrent, qui sont solidaires, qui sont dans l'entraide, qui survivent le mieux aux conditions les plus extrêmes, les plus difficiles. Donc, bref, on vit dans un monde qui est basé sur des prémices faux et qui conduit à une folie, quoi. Une folie où la qualité de l'humain, le cœur de l'humain ne sont pas respectés, ne sont pas utilisés pour les relations, mais au contraire, son caractère froid, calculateur, analytique, etc. Chacun pour soi, tous, vous voyez. Ça fait peur quand même le monde dans lequel on est. On est dans un monde un peu délirant. Aller vivre dans une ville, pour un chaman, il veut dire, mais ils sont fous ces types-là, quoi. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes, il y a du bitume, il y a des trucs moches, c'est des immeubles, c'est en béton. C'est quoi ce truc-là, comment ils peuvent vivre là-dedans, vous voyez, on est toujours un peu le fou de l'autre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, avec justement mon habitude de travailler avec les patients psychotiques, j'ai pu croiser pas mal de phénomènes chamaniques ou psychédéliques ou d'état de conscience élargi. Et quand je dis qualité noétique, c'est-à-dire c'est plus vrai que la réalité ordinaire, que c'est plus profond, plus puissant, plus enseignant. Voilà, je ne l'ai pas inventé, hein, je ne dis pas ça pour faire plaisir, je ne gagne rien en disant ça. Hein, je ne suis pas un professionnel du soin parapsychologique ou transpersonnel. Moi, je suis psychiatre, je fais des psychothérapies classiques. Bon, bien sûr, ça a modifié mon approche. Je sais qu'il y a un GPS chez chaque individu, le GPS de l'âme, qui l'aide à recalculer chaque fois qu'il s'écarte un peu de ce pourquoi il est fait. Et j'essaie de rendre les gens sensibles à cette partie d'eux intelligente et supérieure qui sait ce qui est bon pour eux mieux que moi et mieux que leur petite névrose, leur petit moi conditionné. Donc évidemment que ça joue sur la pratique, mais je ne suis pas un praticien qui commence en disant voilà, on va faire des choses chamaniques ou des choses extraordinaires, hein, pas du tout. Non, j'ai eu la chance aussi de faire la formation de Liliane van der Velde, qui est l'approche chamanique de la thérapie, qui est justement une approche très intéressante parce qu'elle permet d'intégrer des approches occidentales modernes, hypnose, EMDR ou tout ce que vous voulez, les thérapies psychocorporelles, avec les thérapies ancestrales, chamaniques, de manière très revigorante, très créative, de synergiser les approches anciennes et modernes. Donc, je conseille tout le monde. On avait écrit d'ailleurs avec un livre qui s'appelle L'approche chamanique de la thérapie, qui présente très bien cette approche. Et ceux qui sont intéressés peuvent se renseigner auprès de Nature, Conscience et Chamanisme.
Moi, à un moment, j'étais chez eux, mais je ne suis plus parce que je ne peux pas tout faire à la fois et suivre toutes les voies en même temps. Donc, voilà, je suis sur d'autres travaux maintenant, notamment sur la conscience, la nature de la conscience, sur ce qui arrive à la conscience après la mort, donc les expériences de mort imminente, entre autres, ou les contacts avec les défunts par médium ou spontané. Enfin bref, des choses qui, là encore, pourraient paraître très, très, très farfelues, mais qui se tiennent parce que tout se tient. La mort, par exemple, c'est un changement d'état de conscience, c'est un élargissement de la conscience, justement. Et on y trouve pratiquement les mêmes phénomènes que ce qu'on trouve dans les états modifiés de conscience élargis par les méthodes spirituelles ou par les psychédéliques. Il y a 2-3 détails qui changent parce que là, le corps sait qu'il est en train de mourir et qu'il appuie un peu sur le bouton de position. Donc, C'est un peu il y a embêtant. des phénomènes un peu différents, mais guère. Il y a pas mal d'études en ce moment qui montrent que dans les expériences de mort imminente ou dans celles psychédéliques, on retrouve beaucoup d'éléments communs liés aux états élargis de conscience, ce qui est vrai, sauf les éléments spécifiques, comme par exemple quand on nous demande de choisir entre franchir une limite et ne plus jamais revenir ou revenir à la vie, comme c'est le cas des expériences de mort imminente. Ça, on ne trouve pas ça dans les psychédéliques, parce que justement, il n'y a pas le phénomène de la mort qui se profile derrière. Mais je dis toujours, faire du psychonautisme, c'est-à-dire voyager à travers les états de conscience grâce aux psychédéliques, entre autres, c'est une très, très bonne préparation pour le thanatonautisme, c'est-à-dire traverser les bardeaux, les états de conscience qu'on va traverser après notre mort, et pour savoir se repérer sans s'affoler, pour pouvoir se diriger vers des grands espaces de conscience lumineux, etc., sans peur et sans culpabilité ou quoi que ce soit. C'est très intéressant. De même que la méditation de pleine conscience est très intéressante à la fois pour le thanatonautisme et pour le psychonautisme. C'est une C'est base. dès qu'on parle de, de conscience, tout de suite, déjà, ça nous branche ailleurs et on perd le fil de nos pensées. Donc, le verbe devient presque automatique. Euh, dans la direction parce qu'il y a de la recherche qui se fait en France en utilisant les psychédéliques, est-ce que vous pensez que le travail que vous faites là, en accompagnant des gens, soit avec l'hypnose, le MDR ou d'autres techniques, éventuellement, dans les années qui viennent, vous allez pouvoir légalement accompagner des gens d'une façon un peu plus osée, on va dire. Ce serait un rêve qui se réaliserait, hein, je dois vous avouer, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas possible de faire de l'accompagnement sans prendre de risques. Donc voilà, personne n'est suicidaire à ce point-là, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal d'accompagnement dans des pays autres, D'accord. c'est-à-dire pas la France, donc dans des pays en plus où ça pouvait être légal, et donc de voir à quel point c'est utile, unique. C'est-à-dire qu'on obtient des effets qu'on ne peut pas obtenir par d'autres méthodes. Comment ça potentialise les méthodes thérapeutiques, c'est-à-dire c'est vraiment des psychothérapies assistées par psychédéliques, mais on pourrait dire des turbo-psychothérapies. Un peu comme on disait MDR, c'était une turbo-psychanalyse par rapport au traumatisme. Là, ce sont des turbo-psychothérapies. De même que Moody avait dit pour les expériences de mort imminente, qui sont des états de conscience élargis, que ce sont des psychothérapies en 5 minutes, 5 minutes psychotherapy. Et bien là, c'est en quelques heures qu'on peut vraiment aller chercher profond, non seulement dans les structures habituelles de la psyché de l'individu, mais aussi dans les archétypes jungiens, et aussi aller chercher les ressources de sa conscience spirituelle, de sa conscience connectée à d'autres champs de conscience. Donc, ce sont des méthodes quand même qui permettent des résultats rapides. Je rappelle que même dans les études cliniques très sérieuses, très universitaires, très contrôlées, qui ont eu lieu surtout aux États-Unis, en Angleterre, et qui vont convenir dans 2-3 ans à peut-être 2 ou 3 molécules qui vont être prescriptibles sur ordonnance. Bon, bien sûr, dans des protocoles de soins qui seront faits en clinique et tout. La personne ne peut pas le prendre chez lui tout seul, ce n'est pas un médicament classique. Mais bref, dans ces études très sérieuses, on voit qu'en 1 ou 2 prises, ou parfois quelques prises, on obtient des changements considérables en intensité et en durée d'effet pour des patients qui étaient résistants, par exemple des toxicomanes ou des dépressions résistantes aux antidépresseurs, des troubles post-traumatiques résistants aux différentes méthodes. Bref, que les changements étaient intenses et durables. Avec 1 ou 2 prises, donc les médicaments antidépresseurs pour lesquels il faut prendre pendant des mois, voire des années, au moins 1 ou 2, 3 ou fois par jour, etc., c'est complètement dépassé avec des effets secondaires, etc. Alors que là, quand on fait ça en clinique, avec un bon accompagnement pendant la séance, une bonne préparation avant, un bon suivi après, enfin bref, une bonne connaissance des doses de la substance, de la pureté de la substance, avec un jeûne, etc. Enfin bref, toutes plein de bonnes conditions qui font que ça va bien se passer. On a très peu d'effets secondaires. C'est du genre de 10% d'accès un peu anxieux qui sont vite réglés ou qui ne laisseront pas de traces
Mais comme dans toute psychothérapie, il y a des moments pas faciles. Dans toute psychothérapie, c'est là d'ailleurs que ça bouge le plus. Oui. En tout cas, ces études montrent que ce n'est pas tellement l'effet biologique qui joue, c'est l'effet de l'expérience que vivent les gens qui va les changer. Et souvent, très souvent, dans pratiquement toutes les études, Mm. quand les gens font des expériences de type spirituel ou mystique, il y a des échelles pour mesurer ça, et ben c'est là qu'il y a le plus de changements, là encore durable et intense. Donc on pourrait se dire, ah ben c'est bizarre, non, parce que si c'était biologique, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait des expériences mystiques et spirituelles pour que ça change. Mais si, c'est vraiment l'expérience qui change. C'est parce que l'expérience mystique et spirituelle, c'est vraiment la connexion du petit champ limité de la conscience individuelle avec des grands champs de conscience extérieurs à la personne ou même le grand champ universel, on va dire, de la conscience. On va appeler ça comme ça, le grand réservoir, la noosphère, le champ akashique, la toile Vous, suprale, dirait Ransford. Enfin, il y a plein de mots pour dire la même chose, l'inconscient collectif, pour dire qu'il y a vraiment des champs d'information, d'intelligence et de conscience, quoi, en dehors du nôtre. vous parliez tout à l'heure, vous avez mentionné Yang rapidement. Il y a peu de gens qui réalisent, ou même qui savent que Yang a utilisé les champignons magiques, la psilocybine, pendant des années. Il y a d'ailleurs son petit livre, le livre rouge, qui a été publié bien après. Moi, j'arrive pas trop à comprendre les gens qui parlent de Yang sans avoir fait eux-mêmes des expériences psychédéliques. Je ne sais pas trop. Vous, dans votre expérience, vous me disiez plutôt avant l'interview que vous aviez quand même rencontré ce que moi j'appelle des voyageurs de l'âme, des chamans qui vous ont permis d'utiliser différentes substances. Est-ce qu'il y a eu des pivots qui sont passés chez vous suite à ces... parce qu'avec l'MDR, vous arrivez à l'hypnose à certaines étapes, Oui, oui. un contact, mais est-ce que les substances ont joué un rôle de pivot à un point ou à un autre? Non, ce qui a joué un rôle pivotal, on va dire, c'est non seulement les substances, mais surtout le contexte. Parce que les substances facilitent, favorisent, inclinent à, branchent les connexions, mais après, c'est ce que vous allez en faire qui va compter. C'est comme un microscope. Un microscope, c'est, on va dire, les psychiques, c'est comme un microscope. Ils vous permettent de voir le petit, mais c'est peu qui le créent. Ou les télescopes, ils vous permettent de voir les étoiles, mais c'est peu qui les créent. Ce sont des instruments de connexion, de vision. Donc, ils vous connectent, mais encore faut-il que vous soyez doté d'une attention bien dirigée, d'une intention précise et d'une intuition pour recevoir. Moi, j'appelle ça les trois sions, attention, intention et intuition. Un peu comme si l'attention, c'était se mettre sur le bon canal ensemble. Les gens qui auraient une CB, ils disent, bon, on se met sur le canal 10, on pose notre attention au bon endroit. Ensuite, avec notre intention, on envoie un message à l'univers ou à l'esprit, la substance de ce qu'on veut faire. L'intuition, on reçoit. Bref, et c'est d'ailleurs dans ces méthodes, c'est intéressant qu'il faut avoir un corps un peu détendu, sauf certaines méthodes qui utilisent la danse, etc., pour la transe, mais en général, corps détendu, cœur ouvert et chargé, et esprit mental calme, pour pouvoir justement poser son attention et son intuition. Donc, je dirais que ce qui m'a surtout changé, c'était certaines conditions précises qui accompagnaient les substances, à ce qu'on appelle le set et le setting, c'est-à-dire le cadre mental, la motivation, les attentes, les croyances, etc., puis le cadre extérieur, un endroit de nature calme, avec de la bonne musique bien adaptée, avec des encens, des tableaux, des objets d'art, des choses qui peuvent faciliter l'inspiration, avec un accompagnateur qui s'y connaît, etc. Enfin bref, il y a plein de conditions qui font que… Mais aussi, surtout, le contexte chamanique. Moi, je sais qu'en allant au Pérou, et en prenant l'ayahuasca dans un cadre vraiment chamanique et en voyant ce qui s'est passé, qui était vraiment pas du folklore là encore. C'était vraiment comme c'est décrit dans les bouquins, mais là cette fois-ci vous le vivez, donc vous savez par expérience. C'est plus par connaissance uniquement, mais par expérience. Ça s'inscrit dans le savoir après, plus dans des croyances. Donc avec un chaman, avec des chamans donc péruviens, mais aussi avec un chaman sibérien pour le champignon, avec aussi un chaman gabonais, on appelle ça Ganga pour l'iboga. Bref, j'ai plus appris au contact de ça, et puis aussi de mes formations au chamanisme, à la fois dans la formation chamanisme, on va dire, ça n'existe pas, mais bon, en tout cas, mon initiation profonde, on va dire, ma familiarisation approfondie au chamanisme, avec tous les stages de la Foundation for Shamanic Studies de Michael Harner, plus la formation approfondie en 3 ans en Suisse alémanique, plus la formation avec justement l'école nature, conscience et chamanisme de Liane van der Velde. Bref, j'ai fait un certain nombre d'expériences, mais surtout, après, les expériences que j'ai faites avec des patients, ou qui me sont arrivées spontanément, ou en voyage chamanique sans substance, ou en voyage avec substance, m'ont fait vraiment toucher du doigt que voilà, j'entrais dans des réalités différentes, certes, mais des vraies réalités, pas de l'imaginaire, c'est pas de l'hypnose, c'est pas de l'hypnose dans le sens, c'est pas de la sophrologie, c'est pas voilà, il y a un moment donné, vous savez, d'ailleurs Jung, tout comme Kubler-Ross,
quand on leur demandait Elisabeth. est-ce que vous croyez à Elisabeth Kubler-Ross, qui s'occupait donc de l'accompagnement des fins de vie, elle disait, quand on leur demandait est-ce que vous croyez à une vie après la mort, ils disent on ne croit pas, on sait. Ça change tout. C'est différent. Non, mais c'est différent. Après, ceux qui n'ont pas vécu ou ceux qui n'ont pas cherché à savoir ne vont pas le savoir. Ils vont croire que c'est des croyances. D'ailleurs, croire que c'est une croyance, c'est une croyance. Quand quelqu'un dit je ne crois pas au fait qu'il y a une âme, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une conscience individuelle qui survit après la mort, il est croyant. C'est ce qu'on appelle un croyant matérialiste. Il croit que la matière est capable de créer la conscience. Pour ça, il faut le faire. Hein. C'est comme une assertion assez extraordinaire. Donc, il devrait avoir des preuves extraordinaires pour une affirmation aussi extraordinaire. Mais ils n'en ont pas. Ils n'ont jamais pu montrer comment le cerveau crée la conscience. Ça s'appelle le hard problem, le problème difficile. Chalmers, l'épistémologue. Le hard problem de la conscience. Et ça fait une centaine d'années qu'ils ont des milliards de dollars ou des dizaines de milliards de dollars ou centaines, et ils n'ont jamais pu le trouver parce que ça ne marche pas. Parce que à part par des concepts qui sont juste des mots creux et qui sont censés soi-disant expliquer comme le phénomène d'émergence. À partir d'un certain nombre de neurones, il y a une émergence et la conscience apparaît. Mais non, c'est comme si on disait à partir d'un certain nombre de centimètres cubes de puissance, un moteur, il devient intelligent et ça y est, il sait où il va aller, il va se conduire tout seul. Et non, vous pouvez augmenter la puissance du moteur autant que vous voulez, elle ne deviendra pas plus intelligent, elle deviendra plus puissante, c'est tout. Donc le cerveau, vous pouvez stimuler ces neurones comme vous voulez. Si on s'en tient juste à l'information qu'il y a dans les pauvres petits neurones avec leurs petits bras musclés, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, ils ne vont pas vous créer des choses aussi incroyablement intelligentes, vraies, riches, belles, pleines d'amour et de lumière que dans l'expérience spirituelle. C'est pas en stimulant des neurones que vous arriverez à ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est un peu comme si on tapait sur un poste qui est éteint pour essayer de le faire fonctionner. Quoi. Allez, vas-y. Non, il faudra faire un truc précis. Et ce qui viendra dans le poste, ça ne sera pas parce qu'on a tapé dans le poste, c'est parce que des canaux se sont ouverts et des programmes qui sont indépendants du poste sont arrivés. Si on cherche l'orchestre dans le poste de radio en le démontant, on ne trouvera pas l'orchestre. Si on cherche la conscience du cerveau, en le démontant le cerveau, on ne trouvera pas la conscience. Donc, il y a plein de choses maintenant. C'est ce qu'on appelle le post-matérialisme. C'est-à-dire que la conscience est première dans le post-matérialisme. Et là, ça rejoint tout le travail des chamans, ça rejoint tout le travail des cultes à mystère, toute la physique quantique ou l'astrophysique, la cosmologie. Enfin, c'est tout un tas de domaines de savoir qui convergent maintenant pour vraiment dire que oui, la conscience est première dans l'univers. Et sans la notion de conscience, on ne peut pas expliquer ce qui se passe au niveau quantique. Les physiciens du niveau du prix Nobel ont dit que la conscience doit être mise dans les équations de la physique quantique, sinon on ne comprendra jamais ce qui se passe. C'est inexplicable sinon. Donc, oui, allez-y. Non, continuez. Mais parce que la question au départ, c'était quoi? Parce qu'il me semble que j'avais répondu. Bon, ben, je vais vous en poser une autre alors. Parce que la question de départ, là, je l'ai perdue moi aussi. Ah oui, d'accord. Parce que quand on commence à parler de conscience, Ah oui, non, voilà. Je disais que voilà, les chamans, voilà. C'est ce que je voulais vous revenir. Au niveau leur esprit et les esprits qu'ils utilisent vous enseignent aussi et débouchent aussi pour vous des canaux de manière plus durable. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'influence et la présence des chamans et de leur travail et de leur champ de conscience qui va aussi vous aider à ouvrir le vôtre, pas seulement la substance. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que le contexte dans lequel on prend une substance est peut-être pas beaucoup plus important, mais au moins aussi important que la substance. Et quand on prend comme ça, de façon un peu échevelée, sans avoir un sentiment du sacré, comme juste pour faire une expérience, s'amuser ou se défoncer, comme disent les jeunes, on passe complètement à côté. C'est vraiment donner du caviar à des cochons, si je peux me permettre. Alors, je ne veux pas faire le père la morale. C'est pas parce que j'ai 59 ans que je peux me permettre de dire aux petits jeunes. Pour moi, les petits jeunes, c'est en dessous de 30 ans maintenant. Alors que quand j'en avais 40, c'est bon, bref, ça a changé. Pour dire aux gens, non, faites ça uniquement en étant accompagné avec une intention spirituelle et en honorant la substance pour ce qu'elle est et en travaillant avant sur votre corps pour débloquer les blocages énergétiques, sur votre mental avec la méditation pour apprendre à prendre la distance par rapport au contenu, des psychothérapies pour travailler sur votre corps émotionnel pour ne pas être bloqué le jour où vous aurez les psychédéliques qui vont faire que tout remonte à la surface et que vous aurez tendance à fuir, à éviter au lieu d'affronter calmement les choses. Vous voyez, c'est tout ça aussi qu'il faut. Et puis, apprenez à avoir des états énergétiques de conscience en hypnose ou autre chose avant de faire des psychédéliques parce que déjà, vous verrez, c'est un monde spécial. Mais oui, normalement, il faut faire tout ça. Sinon, après, il va se passer quelques incidents, mais encore très peu par rapport aux erreurs qui se sont faites. Et on va dire c'est la faute des psychédéliques. C'est un peu comme si, pour la voiture, on disait
Oh, pas besoin de passer le code. Non, non, mais vous verrez comment ça fonctionne. Non, mais je ne vais pas vous apprendre à faire marcher la voiture. Allez-y, vous appuyez sur les pédales, puis vous verrez bien. Puis la personne, elle arrive à 100 à l'heure, en sens interdit, en centre-ville, les yeux fermés et bourrés. Puis après, on va Oui. dire, c'est la faute de la voiture. Ben non, c'est pas la faute de la voiture. C'est qu'il n'y a eu aucun apprentissage. Et pourquoi en France, il n'y a pas d'apprentissage? Parce que c'est interdit. Et du coup, on ne peut pas faire de prévention primaire, on ne peut pas faire d'accompagnement, on ne peut rien faire. Au point qu'on dit, si les psychédéliques sont dangereux, c'est pas parce qu'ils sont. Non, si les psychédéliques sont interdits, c'est pas parce qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils sont interdits qu'ils sont dangereux. Effectivement. Parce qu'en Effectivement. les interdisant, ben, on crée un marché noir avec des substances qui sont frelatées, mélangées à d'autres. Les gens ne connaissent pas les compositions en milligrammes ou en microgrammes, pris dans un contexte illégal un peu parano ou n'importe comment, sans éducation, sans suivi. Donc voilà, c'est comme si on faisait ça, la voiture devient interdite parce qu'il y a eu quelques accidents. Oui. Et, Alors et là, maintenant, ça ramène encore trop de alors fond maintenant, on s'initie. Oui, à alors maintenant, on substance. s'initie en secret Oui, oui. à la voiture. C'est une société secrète pour faire la voiture. Oui. Puis les gens, ils sortent que la nuit, mais ils y vont à fond pour pas qu'on les repère. Puis après, on dirait, ouais, mais vous voyez, regardez, il y a des gens qui abusent quand même. On ne se rend pas compte là, de ce qu'on fait avec les psychiatres. On est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. On est en train de jeter des médecines hyper puissantes, des super médicaments du corps et de l'âme, parce qu'ils agissent aussi sur des troubles physiques, notamment certaines douleurs qui sont résistantes aux autres médicaments, Oui. notamment les algies vasculaires de la face qui sont suicidogènes tellement elles sont importantes, Mhm. Mhm. pour lesquelles les champignons psilocybine et le LSD marchent très bien. Mais il y a aussi les fibromyalgies avec la kétamine. Enfin, il y a plein de choses. Vous savez, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on oublie de le dire. On présente souvent les psychédéliques comme des produits qui vont détériorer le corps et le cerveau. Et que le type à 20 ans, il aura l'air d'une épave, comme s'il avait 60 ans, la déchéance sociale, alors qu'en fait, ce sont des produits pro-vie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études chez l'animal ou chez l'humain qui montrent que c'est anti-inflammatoire, anti-cancéreux, anti-neurodégénératif, c'est-à-dire que ça favorise la repousse neuronale, les dendrites, etc. Et que c'est aussi, ça stimule l'immunité. Et il y a des études épidémiologiques qui font que dans la population générale, les gens qui ont pris des psychédéliques dans les 12 mois précédents, et ben quand on regarde, donc des gens qui ont pris dans toutes conditions, hein, pas des gens qui ont fait ça dans des protocoles cliniques, je parle de la population générale, hein, c'est Oui. des épidémiologues hein, qui font ces études. Et ils montrent, il y en a eu plusieurs d'études là-dessus, que ceux qui ont pris des psychédéliques dans les 12 mois précédents par rapport à ceux qui n'en ont pas pris, eh ben, ils avaient moins de tendances suicidaires, moins de détresse psychologique, moins de surpoids, moins de problèmes cardiaques. Et encore un autre truc que j'ai oublié, mais pour vous dire que les épidémiologistes, ils sont fous là quand ils vont dire, mais c'est complètement contre-intuitif. Ça devrait être l'inverse. Ben non, c'est pas contre-intuitif. On a été conditionné. Oui. Ce qui est intuitif, c'est de savoir que les états élargis de conscience, ça soigne. Et il y a beaucoup de civilisations qui valorisent les états élargis de la conscience, qui les recherchent, alors que nous, notre civilisation est phobique des états élargis de conscience. Elle est anti-dionysiaque, mais je dirais même pas dionysos, parce qu'on peut avoir des états élargis de conscience sans faire pour autant une orgie, mais elle en a peur. Elle ne sait pas les utiliser. Elle a perdu le savoir. Il n'y a plus des anciens, il n'y a plus des prêtres, des chamans, il n'y a plus qui savent utiliser ces états élargis de conscience pour le soin. Alors qu'il y a beaucoup de méthodes modernes, paradoxalement, comme le MDR, comme certaines formes d'hypnose, comme le Tipeee, ou ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, ou le focusing, comme la cohérence cardiaque, bref, qui utilisent justement cette méthode qui est un pied dans la souffrance et un pied dans la conscience élargie. Et la conscience élargie va, comme le soleil fait fondre le bloc de glace, la conscience élargie va, Exact. Exact. sans besoin de comprendre, sans effort, sans volonté, refluidifier le bloc, là, le filtre qui s'était mis et qui empêchait à la conscience de circuler dans le corps physique et dans les corps subtils, on va dire. Bref. Donc, ce sont des méthodes, en fait, un pied dans la conscience, un pied dans la souffrance. Et c'est le pied dans la conscience qui permet de guérir le pied dans la souffrance sans chercher autre chose que ça. Yeah. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je ne sais plus quoi, mais bon. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, parce que là, on parle beaucoup de substances Oui. et on parlait de certaines démarches chamaniques où il y a un accompagnant qui est présent, différents titres, on peut les appeler chamans parfois ou d'autres dans différentes traditions. La qualité de l'accompagnant est souvent encore beaucoup plus importante que la substance elle-même, parce que et ça, quelle est votre expérience de ça? Parce que dans ce que vous dites, ça vous est pas apparu tout seul comme ça. Il y a les gens qui vous ont accompagné soit que ce soit avec l'iboga, soit avec les champignons. Tout à fait. Quelles étaient les qualités que les uns et les autres ont eues et vous ont transmises ou les portes qui vous ont ouvertes?
Ben, un bon accompagnant, il est capable de connaître, de reconnaître, de sentir l'état énergétique corporel et mental de la personne et d'intervenir en fonction. Il est capable de reconnaître quand du matériel transpersonnel, c'est-à-dire les grands mythes, les Mhm. grands symboles euh, transpersonnels, c'est-à-dire indépendants du petit moi, mais qui sont vécus par l'humanité, hein, les archétypes yoga aussi, Mhm. sont en train d'opérer. Et comment y répondre? Il faut toute une culture finalement mythologique, mythique, symbolique Mhm. pour pouvoir accompagner la personne et utiliser à bon escient, à visée thérapeutique, les forces qui sont derrière ces symboles, derrière ces mythes, ces archétypes. C'est vraiment très important. Parce que sinon, on peut être possédé par des archétypes ou des symboles. C'est marrant, Absolument, ça, un peu comme. absolument. Et on le voit bien dans l'aspect transpersonnel du voyage psychédélique. Quand on est en train de vivre quelque chose qui nous dépasse largement, et qui est inscrit dans l'humanité, ou même plus que dans l'humanité, dans le cosmos, dans les différentes humanités ou civilisations terrestres, extraterrestres, visibles, invisibles. Enfin, je veux dire, c'est vraiment impressionnant ce qui peut se passer, hein. On peut vraiment avoir des contacts, par exemple, avec des entités extraterrestres. Il y a des gens qui sortent de leur corps. Enfin, il y a toute une gamme de phénomènes qui Mhm. nécessitent qu'au moins l'accompagnant doit être au courant de ça, ne pas interpréter ça comme un phénomène uniquement psychologique du petit moi, ne pas s'affoler, être capable de sentir énergétiquement là où la personne en est, peut-être pour faire un contact ou un massage, ou en tout cas apaiser, ou au contraire laisser la personne traverser parce qu'elle sent qu'elle est capable de le faire, qu'elle a les bagages pour, ou utiliser ses propres esprits alliés pour venir aider la personne à intégrer, à se sentir protégée, en sécurité, etc. Enfin, il y a des multiples possibilités d'interaction qui dépendent de la richesse de l'intervenant, de son vécu. Il faut bien sûr que lui-même ait pris des substances pour pouvoir guider quelqu'un. Il faut qu'il ait vécu une certaine gamme d'états de conscience modifiés hors substance pour pouvoir aussi les utiliser en plus de la substance. Enfin, il y a toute une culture, hein, qu'il faut avoir, qui s'acquiert pas comme ça. C'est pour ça que va se poser le problème Oui. quand les psychédéliques vont être autorisés, Mhm. de la formation des accompagnants. Aux États-Unis, ils sont en train d'anticiper, parce qu'ils savent que dans quelques années, ça va être prescriptif sur ordonnance. Donc, ils sont en train de faire des formations pour les futurs accompagnants, alors que c'est pas autorisé encore, mais ils anticipent. Il y a un moment, quand ça va être feu vert, il va falloir un nombre de soignants qui n'existe pas pour l'instant. Donc, ils sont en train de faire monter un peu les capacités. Et en France, il faudrait faire ça aussi. Moi, je rêve de faire une première journée d'études et de réflexion sur l'accompagnement des futures thérapies psychédéliques, en disant bien des futures, en montrant que pour l'instant, c'est pas légal et qu'on ne fait qu'anticiper quelque chose, mais sans pour l'instant dire aux gens de le faire. Dans le monde Mais ça serait... francophone, vous pensez à qui faire ce genre d'études? Avec qui faire ce genre d'études? Oh ben, en Belgique, en Suisse, il y a des gens maintenant qui ont les capacités, bien entendu, de faire ces formations. Au Canada aussi, j'ai déjà été contacté par des gens pour ça. Moi, Mhm. j'ai pas trop envie. C'est pas que je vieillis, mais je n'ai pas trop envie de bouger pour aller faire des tas de choses pour former les gens. Moi, je veux bien faire participer à la réflexion, voir qui pourrait faire ça, etc. Mais voilà. Mais par exemple, Françoise Bourgeat, pourrait très bien, qui a écrit un livre sur la médecine de la conscience. Hein, elle montre comment, finalement, l'accompagnant agit sur les 5 différents corps, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, Mhm. le corps spirituel, et puis aussi le contexte socio-familial et culturel. Donc, il y a des gens comme ça qui ont beaucoup travaillé sur le cadre de l'accompagnement. Hein, aux États-Unis, il y a James Fadiman, enfin, il y a des gens qui sont Oui. spécialisés aussi là-dedans, qui ont fait des manuels même pour l'accompagnant. Mais en fait, il faut modifier parce que chaque culture a sa façon de comprendre et d'accompagner à ses esprits, entre guillemets. Oui. On appelle ça flûtes alors, les égrégores, ces égrégores, ces champs d'information Et liés. ça, c'est encore une autre. Vous ouvrez encore d'autres portes là avec. Voilà, voilà. Ben, c'est toutes Avec des portes qu'on retrouve dans les états élargis de conscience, hein, tout oui. ça. Hein. Ça passe de l'état de concept présent dans des livres à des réalités vécues et qui s'imposent à la conscience, quoi, d'elle-même. Et donc, voilà, ça serait bien de pouvoir réfléchir en amont, c'est-à-dire pas attendre que ces messieurs, les pouvoirs publics, ces messieurs des ministères ou mesdames des ministères de la Santé, ces messieurs qui nous font les lois, nous disent, ah ben non, finalement, c'est vrai que ça fait 20 ans que vous nous bombardez d'études montrant que c'est pas dangereux dans certaines conditions, Mhm. que c'est efficace sur certaines pathologies, que ça ne crée pas de dépendance, mais qu'au contraire, ça agit dessus, c'est anti-addictogène, et qu'en plus, on peut rajouter que les interdire ne sert à rien, ne fait que les rendre plus dangereux et ne rend pas service du tout à la population générale. Mhm. Enfin, quand on peut déconstruire des fake news comme ça,
Oui. Hein, disant en plus que c'était toxique, qu'il pouvait y avoir un syndrome de manque. Or, ça ne crée pas de manque puisque ce n'est pas addictogène, ce n'est pas toxique. Même il y avait récemment quelqu'un qui avait pris 100 fois ou 1000 fois la dose de LSD habituelle et qui n'était absolument pas mort. L'ayahuasca, pour en mourir, il faudrait boire, je crois que c'est entre 1,5 litre et 3 litres et demi, je ne sais plus. Enfin, c'est impossible. Si Ouais, vous non. buvez déjà ça, vous allez vomir et tout. Donc voilà, c'est des produits qui sont très sûrs. C'est plus sûr que l'aspirine, par exemple. Il y a Ah oui. des index entre la dose létale 50 et la dose efficace 50. Et on voit que plus c'est indicé haut, plus la substance est sûre. Et ben, par exemple, les psychédéliques sont plus sûrs que l'alcool, évidemment, mais aussi que certains médicaments comme l'aspirine ou le Doliprane. Enfin, c'est impressionnant quand même. Oui. Hein, alors qu'on en a fait des produits, des fléaux possibles pour l'humanité, quoi. Donc voilà, donc C'est vrai que les gens se mettent à réfléchir quand ils ont pris des psychédéliques. Oui, alors ce qui est embêtant, Ils remettent la réalité en question, ouais. le dogme Alors, social. ce qui est incroyable, c'est que ça fait 20 ans qu'il y a maintenant mais déjà dans les années 50-60, avant que ce soit interdit, il y avait plein d'études qui montraient l'utilité et l'efficacité pour des thérapeutes dans cette époque. Mais comme ça avait trop débordé sur le grand public et que ça a augmenté les libertés des individus, la conscience des citoyens, qui voulaient plus faire la guerre, qui voulaient plus les massacrer les Indiens ou je sais plus trop quoi, qui Les voulaient Vietnamiens. voilà, puis qui voulaient Les Américains ne l'écologie. voulaient plus aller faire la guerre du Vietnam. Ça a été très Voilà, embêtant et il y pour avait des Nixon. mouvements féministes, il y avait des mouvements pour respecter les peuples premiers, des mouvements pour l'écologie, et ça, c'était insupportable pour ceux qui voulaient vendre à tout prix des choses polluantes et chères et inutiles. Bref, les hommes politiques qui voulaient garder le contrôle sur les consciences, bref, les gens qui voulaient vendre leurs drogues, c'est-à-dire les alcooliers ou les gens du tabac, qui ne voulaient pas qu'on se débarrasse de ça avec des substances non addictives. Donc, dans les années 50-60, il y a eu déjà toutes les preuves. Là, ces 20 dernières années, ils ont refait des études avec d'autres substances encore, mais avec des protocoles encore plus sérieux, plus étanches, plus forts scientifiquement. Et ils ont montré voilà, que c'était utile, pas dangereux dans certaines conditions bien particulières, et puis que ça ne crée pas de dépendance. Mais rien ne change, ou très peu, parce que les hommes politiques, ils n'ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ne pas mécontenter ou faire peur à l'électeur de base. Et comme l'électeur de base, les médias et les politiques leur ont dit que c'était dangereux et mauvais, et ben, s'il y a un homme politique qui dit non, non, c'est pas si dangereux, on va changer, on va permettre sous certaines conditions régulées. Oh là là, mais il va pas être élu, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument, absolument. Donc, il y a encore, et on sait que les études ne suffisent pas. Vous avez trouvé un homme politique, vous regardez tout ce qu'il y a. S'il était juste scientifique et objectif, il aurait dit, OK, bon, ben, je vais faire voter une loi pour que maintenant les psychiques soient utilisés. C'est ça qu'il dirait. Obligatoirement, obligatoirement. S'il est logique, rationnel et scientifique, avec les études qu'il y a, il va dire, OK, on autorise les psychédéliques dans la médecine. On les met dans le Vidal. Bon, après, on va former des super thérapeutes et ça sera avec des super précautions, comme les médicaments anticancéreux, comme les rayons qu'on fait aux cancéreux. Oui. On ne fait pas n'importe comment, on ne les bombarde pas avec des surdoses, etc. On fait très attention. Mais, mis à part ces précautions, mais tout de suite, on intègre. Or, ils ne le font pas. Et les seules fois où ça marche, c'est quand on s'en prend aux émotions des hommes politiques et surtout du public. C'est-à-dire quand il y a des citoyens qui se mobilisent pour une cause parce qu'ils sont en train de mourir, ils ont tout essayé, ils souffrent, Oui. et ils veulent qu'ils présentent aux hommes politiques leur souffrance, leur doléance, et disent laissez-nous, avec des protocoles compassionnels, au moins pour mourir tranquille, avoir certaines substances qui nous feront du bien. Ça a été montré, ça, que ça diminue Oui. l'anxiété, la dépression et la détresse de gens en fin de vie, les Ce psychédéliques. sera peut-être une des pistes qui va permettre Tout à fait. d'arriver par la bande, mais les gens pas pour Tout des à raisons fait. spirituelles, mais pour avoir on pourrait dire, une expérience de la mort plus libre en Tout à fait. soi-même. Et ça et certaines douleurs. Par exemple, je vous Oui. parlais des algies vasculaires de la face, suicidogènes tellement elles sont douloureuses. Et ben, avec des champignons du LSD, les gens se sont aperçus que ça modifiait beaucoup, ça diminuait beaucoup la fréquence des rechutes, la durée des rechutes, l'intensité des rechutes, et que c'était beaucoup plus viable. Et ils ont fait, avec un professeur d'université à Baltimore, John Hopkins, ils ont fait Alperne, ils ont fait ensuite une pression sur les hommes politiques pour que ça soit utilisable pour eux, parce que sinon ils étaient obligés de le faire en cachette et puis ils devenaient clandestins. Ils pouvaient être punis par la loi juste parce qu'ils avaient besoin de ne pas vivre des douleurs suicidogènes. Vous vous rendez compte le Oui. contresens? Comme ceux qui ont des scléroses en plaques et puis qui peuvent pas utiliser le cannabis, ou maintenant ils vont pouvoir le faire, mais qui Oui. se cachaient, qui étaient délinquants, alors qu'ils ne voulaient pas être délinquants, ils voulaient juste se soigner, alors qu'on Oui. ne pouvait pas les soigner. Et Diminuer leur d'ailleurs, souffrance. c'est un peu la même chose pour les gens qui luttent pour la mort dans la dignité, c'est-à-dire pour l'euthanasie, en tout cas le suicide assisté dans certaines conditions. Oui. On sait que les sociétés réservent le même sort, c'est-à-dire rejettent les demandes de ce genre, d'euthanasie, ainsi que les psychédéliques, Oui. ainsi que certaines formes de sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, notre tolérance, notre ouverture à la mort, au sexe
Et aux psychédéliques, ça appartient au même domaine. Ceux qui se ferment souvent à l'un et se ferment à l'autre. C'est-à-dire, c'est des civilisations du contrôle, Ah oui. du triomphe d'Apollon sur Dionysos, du bâton, excusez-moi, je veux dire pour vos auditeurs, du bâton dans le cul, quoi. Oui, oui, absolument. À Absolument. l'agent Castex, quoi, avec ses Ouais, beaux sourires, c'est pour votre bien, mais n'empêche, ce sont des hommes de contrôle et de pouvoir. ouais. Et ils ne nous feront pas oublier avec leur simagrée, leur comédie et leur communication qu'ils nous manipulent. Voilà. Bref, c'est peut-être trop ce que je dis, excusez-moi, c'est Ah peut-être non, non, pas non. assez. De toute façon, ces gens-là n'ont pas été élus pour faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, hein. Voilà, tout à fait. Et ils ne le C'est feront pas parce extraordinaire. qu'ils Et les gens les laissent faire. sont là pour se servir. Oui, parce qu'on met, avec notre système qui est une fausse démocratie, on met au pouvoir les pires d'entre nous. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle les argomanes, c'est-à-dire les assoiffés d'argent et de pouvoir. Ouais. Et souvent de sexe, ça va avec, hein, encore. Là, quand on voit, il y aura toujours des scandales dans ce domaine-là. Enfin bref, pour revenir à notre sujet, On a déjà eu un c'est président qui marchait tout croche à ce côté-là. oui, c'est vrai qu'il faut au pouvoir de la finance et au pouvoir de la politique, il faut un pouvoir citoyen. C'est l'autre Ouais. pôle. On va faire infléchir les deux parce que les gens vont se regrouper, vont utiliser leurs émotions, vont dire, utiliser leurs droits Mhm. imprescriptibles, enfin imprescriptibles, irréductibles, inaliénables, Mhm. d'explorer leur conscience, pourvu qu'ils ne fassent de mal à personne. Et c'est ça qui est en jeu dans le psychédélique. C'est est-ce qu'on a le droit d'explorer les profondeurs et les beautés et les connexions de nos consciences à toutes les autres consciences Mhm. sans faire de mal à personne? Si on nous dit non, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça gêne ceux qui veulent contrôler les autres. Ça ne C'est une gêne pas question ceux qui les profonde que vous prennent. posez là. C'est une question Oui. profonde que vous posez là. Et en fait, les psychédéliques sont dangereux pour ceux qui n'en prennent pas. Ouais. Parce qu'ils se privent de quelque chose. Quoi. Bref, alors je signale que les psychiques sont interdits en France. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'en prendre en France. Si jamais j'en parle avec une certaine positivité, voire même enthousiasme, ce ne serait que s'ils étaient permis. Ce n'est que pour permettre aux gens de se mobiliser pour faire pression un jour sous forme citoyenne pour qu'ils soient permis. C'est pour ça que j'en parle aussi positivement. Et je ne suis pas en train de dire aux gens, suite à cet entretien, prenez-en tous et faites la fête. Pas du tout. Ce n'est pas fait pour faire la fête. C'est fait pour honorer l'être spirituel qui est en nous vraiment. Et Moi, je pense que les psychédéliques vont être éventuellement de retour dans notre société, dans nos sociétés européennes, non seulement à cause des études, mais au fur et à mesure que la femme, le féminisme va prendre de l'ampleur, mais pas un féministe qui est contre l'homme ou comme on a eu des fois, mais un féministe qui est beaucoup plus, comme on le voit dans les pays du nord de l'Europe, beaucoup plus inclusif. Et je pense que la montée en pouvoir des femmes va permettre éventuellement une acceptation de ces univers et des pratiques auxquelles les psychédéliques peuvent nous autoriser, parce que les gens vont en prendre peut-être une fois par année. La dernière chose que les gens ont envie d'en faire, c'est non, ils ne veulent pas en refaire toutes les fins de semaine. C'est pas vrai. Euh, Moi, j'en ai fait en Amérique du Nord, dans différents pays. Euh, c'est pas une expérience, ça demande un temps d'intégration aussi, toutes ces bien expériences. sûr, Ouais. Et vous, bien sûr. dans vos expériences que vous avez faites, comme avec les bogas ou avec les champignons, est-ce que différentes substances ont amené avec les différents accompagnants que vous étiez en contact ou qui étaient en contact, avec qui vous étiez en contact, quels sont non pas les pivots, mais qu'est-ce qui a été intégré à différents moments pour vous, dans votre expérience? Ben, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une infinité de mondes. La conscience est tellement créative et ça n'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Regardez aux échecs, vous avez 64 cases et vous pouvez faire des infinités de parties. Mhm. Et là, avec toutes les formes qu'a créé la conscience et toute sa créativité, il y a une infinité de mondes que vous ne finirez jamais de visiter et de voir. Et pourquoi je dis ça? Parce que les chamans, en fonction des chamans, ils vous amènent dans des mondes différents. En fonction de la substance, elle vous amène dans des mondes différents. En fonction de votre état d'esprit, votre état d'avancement actuel, ça vous emmène dans des mondes différents. C'est-à-dire une même substance chez un même individu, ça peut faire des voyages très différents. Mhm. Donc, ce qu'on apprend à voir, c'est on s'aperçoit où en est notre âme dans notre vie actuelle, où en Ouais. est notre champ de conscience, comment il est en train d'évoluer, vers quoi il a besoin de s'orienter, à quel autre champ de conscience il a besoin de se connecter, quelles rencontres il a besoin de faire, quelles synchronicités vont arriver après les séances, Mhm. etc., etc. Ça met dans la magie, mais dans le sens de la connexion, la magie. L'âme agit. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si,
vous alliez à l'école d'Harry Potter, la première année, c'est très bizarre. C'est pas faux. Vous ne voyez pas vos yeux, vous avez tout à apprendre. Puis après, petit à petit, vous entrez dans la magie, vous apercevez toutes ces possibilités, ces richesses, ces nuances, qu'il y a des tas de gens qui sont magiciens, entre guillemets, sans le savoir, même sans Exact, prendre de substance ou quoi que ce soit exact. aussi. Mm. Mais qui ont déjà une conscience développée, qui influencent les autres sans même le vouloir, ou parfois intentionnellement, avec une bienveillance très profonde. Euh, des choses se dévoilent. Vous voyez le quai 11,5. Le quai 11,5, c'est dans Harry Potter, alors c'est pas 11,5, mais c'est un demi-quai. Alors dans la vie, il y a pas des demi-quais. C'est 1, 2, 3 et 4. Et au quai demi, il y a un train Oui, pour les sorciers. Vous oui, voyez, ils embarquent dans un truc que les gens ne voient pas. Et bien là, ça crée un peu ça. C'est-à-dire que vous entrez dans un monde et chaque rencontre va vous dévoiler un autre aspect de ce monde. mm, Et donc, un autre aspect de votre potentialité. Et un autre aspect de l'univers et de la conscience qu'il y a de l'univers. Comment vous pouvez collaborer avec elle, avec mm. cette conscience pour créer de nouvelles choses. Comment elle peut vous utiliser pour créer de nouvelles choses. Vous apprenez au fur et à mesure à quoi vous allez servir, entre guillemets. C'est toute la découverte et de l'émerveillement et de la surprise. Mm. On ne va pas comme ça en disant je veux faire ça, ça et ça, et si je prends ce psychédélique, il va arriver ça, ça et ça, etc. On peut poser une intention. On peut poser une intention. Elle peut être reçue. Elle peut structurer, vertébraliser la séance. Mais souvent, la substance, l'intelligence de la plante, le chaman, le chant qui a été développé autour de vous pour vous aider à évoluer, les desseins secrets de votre âme vont vous orienter autre part. Donc, c'est une belle aventure à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'il faut la faire en ayant préparé le terrain pour savoir recevoir les graines, puis bien les arroser pour les intégrer, pour qu'elles poussent. Parce que si on fait ça n'importe comment, on est traversé de courants d'énergie, de courants de vision, etc. Mais on ne saura pas quoi en faire. Ouais. Ça sera, comme je disais, du À caviar dans éclater, les coques. complètement éclaté. Voilà, ça ne sera pas intégré, ça sera pas compris. Ça parlera pas au plus profond de nous-mêmes. Donc, on apprend petit à petit à travers les différents intervenants, la façon dont ils posent un cadre, la façon dont ils font des rituels, et en voyant comment les rituels interfèrent avec la prise de la substance, avec le déroulé de la cérémonie et les expériences qu'on fait. On apprend l'importance du cadre et des rituels et à en faire soi-même, à apprendre à en faire pour potentialiser les séances. Et tout ça, c'est une science de l'état de conscience, un art du sacré, on pourrait dire aussi, une technologie du sacré, certains disent en parlant des chamans, qu'on peut apprendre au fur et à mesure, au C'est beau, ça. contact des intervenants. Mais c'est pour ça que c'est pas juste prendre une substance. On peut faire ça si on est bien mature déjà. On a déjà vécu sa vie, on a une famille, des enfants, on a les pieds sur terre. On peut se permettre, avec toujours quand même un accompagnant sobre, c'est quand même mieux, de prendre de temps en temps des substances comme ça, puis de faire son petit chemin. Bon, c'est vrai. Mais là où ça devient plus dangereux, c'est quand c'est des jeunes qui n'ont pas encore vécu, qui sont encore immatures, idéalistes, prosélytes, et puis qui vont se croire, et ça s'appelle l'ego spirituel, supérieur, différent des autres, parce qu'ils ont vécu des spirituels, et eux, ils sont l'élu des substances, etc. Et c'est là que ça peut commencer à déconner, à entrer dans une sorte de délire, ou alors dans une sorte de narcissisme qui va certainement pas les aider à progresser spirituellement. Voilà, ils vivent des choses extraordinaires, donc ils sont extraordinaires. Et après, quitte petit à petit le plan terrestre, ils se détachent des contraintes habituelles parce que c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est dans ces mondes. Non, Oui, tout est important. oui. Si on est descendu sur Terre, c'est parce que c'est un plan d'expérience unique qui est le seul à pouvoir nous fournir ce genre d'expérience qu'on vit. Si on est descendu d'autres plans pour aller sur Terre, c'est pas pour juste rester dans ces autres plans, sinon autant rester dans la lumière, l'amour et la conscience. Ouais, ouais, ouais. C'est un travail d'exercice de la conscience à faire dans des conditions un peu plus difficiles Mm. qui sont notre monde matériel. Et donc, il ne faut pas chercher à le quitter à tout prix, à faire des voyages, à voyager, comme on dit, des trips. Ouais, si c'est des voyages d'études, ça va, on en ramène quelque chose qui est ensuite utile pour la vie C'est pour les quotidienne et autres. pour la vie relationnelle Mm. et pour progresser de façon sage et avisée. Mais c'est pour ça, à la limite, les psychédéliques, c'est mieux comment dire, avoir recours quand on est plus âgé, quand on a Oui, déjà une fait maturité sa dans le vie, système nerveux. voilà, quand on a fait sa vie, quand on n'a rien à prouver et qu'on ne va pas se dire ah ouais, moi, si je rate, c'est parce que ça ne m'intéresse pas, c'est parce que je veux aller explorer d'autres bases. Non, non. Mm. Les chamans, d'ailleurs, sont reconnus et honorés dans leur communauté, justement parce qu'ils réussissent dans leur métier. Ce Mm. pas des losers, ce pas des clochards, hein, les chamans, dans le métier. Hein, nous, on les voit comme ça, mais en fait, c'est souvent des gens aussi qui ont un autre métier à part celui de chaman dans la communauté.
ils peuvent être agriculteurs, ils peuvent être forgerons, et ils sont des bons artisans et des bons agriculteurs. Et ils ne sont pas déjantés et en permanence la tête dans les nuages. Quand ils font le travail de chaman, c'est sûr qu'ils vont dans des états de conscience élargie, c'est sûr qu'ils vont dans des réalités, mais quand ils reviennent à la réalité, ils sont des personnes bien ancrées dans la réalité. Et ça, c'est important que nous aussi, dans notre situation, on reste ancrés dans la réalité, hein, au contact de ces substances. J'aime bien cette petite phrase qui vient du zen, je pense que c'est même le titre d'un livre, Chop wood, carry water, coupe du bois et porte de l'eau. On rentre dans la matière. Quand on fait ça, on est dans l'action. Ou aller, là on sent, on transporte de l'eau, c'est un poids. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Et quand je suis fatigué, je dors. Le zen. C'est vrai. Ouais. Non, moi, je suis fier que vous soyez en France, que vous soyez, que vous ayez le courage de parler de ces univers-là, parce que d'avoir quelqu'un comme vous qui le dit publiquement, bah, vous êtes quand même hors du lot. Hein. Moi, et en même temps, je dis, donc vous voyez, je ne suis pas si courageux que ça, parce que je dis bien qu'en France, c'est interdit, etc., quand même. Non, et que je ne demande à personne de s'élever contre la loi. Non, le but, c'est pas d'encourager les gens à s'élever contre la loi. Le but, c'est de porter un discours. Et d'accepter d'être un vecteur de changement. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a peu de gens qui vraiment intègrent des choses dans leur vie et les offrent aux autres. Tout en sachant que peut-être dans 10 ans, 15 ans, peut-être plus tard que ça, bon, on souhaite plus tôt, mais que ce ne sera pas nécessairement évident, surtout dans le contexte français. Moi, j'aimerais bien que vous soyez financé pour faire des études, parce que avec le background, des fois, je suis en contact avec des gens qui font des études sur la psilocybine ou d'autres, et j'ai envie de leur demander, mais vous avez appris avec qui? C'est la première question parce que vous avez été vous-même en contact avec des chamans, avec ce que nous on appelle des medicine men. Qui vous a ouvert la porte? Parce qu'il y a énormément de choses, comme vous le disiez plus tôt, qui sont transmises par induction. C'est d'être à être, d'âme à âme, de cœur à cœur, de soul to soul. Et ça ne s'explique pas, ça ne se trouve pas dans les bouquins. Et c'est ça que j'espère que vous allez pouvoir former des gens en France ou ailleurs en Europe, parce que je vois qu'il y a des... Vous avez mentionné dans notre interview qu'il y a certaines personnes qui organisent des sessions en Espagne ou au Portugal. Et encore là, il faut faire très attention, parce que j'ai bien vu qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de ce qu'ils ont vécu, parce qu'il y a des gens qui organisent ça simplement pour faire de l'argent, quoi. Allez, venez, on va faire une fête, tac, tout le monde part et en voiture Simone, alors qu'il n'y a pas d'accompagnement ni avant, ni pendant, ni après. C'est vrai. Ou des gens qui s'improvisent ou se disent chaman tout simplement parce qu'ils ont fait 2-3 formations, 2-3 stages d'ayahuasca et que ça leur a monté à la tête, qu'il y a une sorte justement de mégalomanie, d'ego spirituel, qui fait qu'après ils s'aperçoivent qu'ils ont du pouvoir aussi, qu'ils ont le pouvoir de gagner de l'argent, de diriger les consciences des autres personnes sous psychédéliques. Donc ça c'est le danger, effectivement. Mais le danger qui n'existe que, là encore, je le redis, parce que c'est pas légal. Parce que ce serait légal, il y aurait des formations légales pour les accompagnants qui seraient certifiés, ils devraient faire des centaines d'heures de formation, de la supervision, etc., comme pour les psychothérapeutes patentés. Et ben, ça éliminerait tout ça. Regardez, imaginez que la psychothérapie soit interdite en France. Toutes les types de psychothérapie seraient interdites. Ben, sous le manteau, comme ça, en underground, il y aurait des gens qui diraient « je suis thérapeute », ils se formeraient à la va-vite, on serait déjà tout content d'en avoir. Et ça ne serait pas régulé, il n'y aurait pas d'organisme professionnel, il n'y aurait pas de comité d'éthique et de déontologie comme l'ordre des médecins ou l'ordre des psychologues ou des psychothérapeutes, etc. etc. Donc, je vous disais tout à l'heure, les psychédéliques ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. En très, très grande partie, c'est vrai. Ce n'est pas vrai pour les utilisations sauvages, échevelées, n'importe comment, juste pour se défoncer, pour faire le mariole, ça c'est vrai, mais ça c'est pareil que le type qui prend une voiture pour faire un rodéo, quoi. Ben, la voiture, elle n'est pas responsable, c'est le type qui déconne là. Ça, on n'y peut rien, il y en aura toujours. À ce compte-là, il ne faut plus rien faire. Si on est à risque zéro, comme on voit avec le Covid, là, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir la liberté, on choisit la sécurité, mais alors à un point
100% de sécurité, 0% de liberté ou 90%, au lieu de se dire que chacun devrait pouvoir déterminer sa part de liberté. Je veux me protéger, eh ben, je me protège, je prends un masque, je me vaccine. Je veux pas me protéger, eh ben, je prends mon risque pour la liberté. Et que ceux qui me disent, ah mais non, mais tu vas contaminer les autres. Ben non, je vais pas contaminer les autres, puisque les autres, ce qui veulent se protéger, qui veulent aller y mettre le vaccin. Ou alors, si tu me dis, ah ben non, ils sont comme contaminables, alors là, tu es en train de te foutre de moi. Tu m'as dit qu'il faut que je vaccine et mets des masques pour protéger les autres. Puis tu me dis, quand les autres, ils ont le vaccin et le masque, ils ne sont pas protégés quand c'est moi qui les vois. Non, mais attends, il y a un problème de logique, là, Ah formel. oui, Là. oui, mais là, c'est là qu'on voit toute la puissance des médias. Mais pour en revenir au niveau médiatique, Oui, moi, votre livre, je le recommande souvent à des professionnels de la santé. Je suis surpris, certaines personnes vous connaissent, ont entendu parler, d'autres personnes un peu moins. Celui-là, il est quand même très technique sur les approches, sur le prochain livre, il va être sur quoi? voilà. Alors, j'arrive tout de suite, je vais vous montrer une chose. Oui. N'hésitez pas. J'avais fait ce premier livre déjà, il y a 10 ans, qui s'appelait La médecine oui. en 2009. Et là, j'avais mis dans ce livre qui était aux arènes les fondements vraiment historiques, sociaux, les mythes urbains, les croyances, les différentes substances, les premières études qui avaient été faites, etc. Et j'ai dû écrire ce livre ensuite que vous m'avez montré, si vous pouvez, la révolution psychédélique, la celui-ci. Voilà. Vous n'avez pas oublié le titre de votre propre livre, là, quand même. Voilà. Et avec Jocelyn Morisson et un certain nombre d'autres auteurs, parce que là, c'était un collectif, alors que la médecine psychédélique, c'était un livre individuel. Et là, je suis en train de finir, je vous avais dit, un livre qui s'appelle L'éveil psychédélique, la conscience entre science et spiritualité, où là, je fais tout un modèle des états élargis de conscience qu'on traverse avec les psychiques, mais aussi avec les autres méthodes spirituelles, pour qu'il y ait un regroupement, une base commune, solide à toutes ces pratiques. Bref, pourquoi on en parle de ces livres? Parce que oui, voilà, si je me suis décarcassé, c'est pour que les gens les lisent, effectivement, mais c'est toujours qu'un public restreint et spécialisé et parfois underground. Mais j'espère qu'il y en a d'autres. Je sais qu'en France, il y avait Stéphanie Chaillet, une journaliste, qui avait aussi commencé à écrire. Il y a Michael Pollan qui s'est fait traduire, mais on a encore peu à écrire. Et là, les livres que j'avais écrits, c'est vraiment pour essayer de donner une information de qualité, quoi, sur les différents aspects des psychédéliques, mais aussi les côtés pratiques. Mais pas trop pratique, parce que si je mets trop pratique, c'est-à-dire si je vous dis aux gens, voilà comment vous allez les prendre, et ben, je vais être embêté. Par exemple, dans la médecine psychédélique, j'avais dû retirer le chapitre sur la façon dont les gens accompagnent les patients dans les hôpitaux. Parce que l'avocat des arrêts disait non, mais si vous faites ça, c'est comme un guide how to do. C'est un guide qu'on peut vous reprocher, quoi. Alors après, je l'ai quand même mis un peu plus dans le dernier livre qui apparaît, là, l'éveil psychédélique. J'ai quand même glissé des suggestions d'accompagnement quand même importantes, parce que là, maintenant, ils ne se gênent plus dans le livre de Pollan ou dans le livre de Chaillet. Exactement. Il y a 2-3 trucs. Donc voilà, autant, c'est important. Puis je dis bien que c'est pour l'instant pas permis, mais que voilà, ça va être le futur. Non, moi, j'aime beaucoup quand vous parlez dans votre expression, vous parlez de psychédélique et non pas, comme dans d'autres interviews, on entend des gens qui parlent de stupéfiants. Et ça, je dis, attendez. Oui, ben ça c'est stupéfiant. Choix de langage. C'est stupéfiant. Ça fait peur aux gens, quoi, je veux dire. Parce qu'un stupéfiant, justement, ça rétrécit la conscience. Exact. Alors que psychédélique, ça veut dire psychédélique, ça veut dire qu'il révèle l'âme, qu'il élargisse, qu'il reconnecte l'âme. C'est l'inverse. Alcool, héroïne, amphétamine, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, cocaïne, cocaïne, tout ça, oui, ça rétrécit. Ça, c'est des drogues. Et d'ailleurs, ça rend dépendant. Alors que les autres substances psychiques ne rendent jamais dépendant, elles élargissent. Exact. Donc ça, c'est très intéressant. Elles amènent des informations, alors que les autres substances n'amènent pas. Elles permettent d'être plus efficaces ou d'agir différemment sur la réalité quotidienne. Ah mais oui, pas ces autres substances-là, il faut savoir qu'il y a des champs de conscience. Elles augmentent l'ego, on va dire, tout ce qui est l'identification. Elles sont au service de certaines performances de l'ego, mais elles ne vont pas lui amener l'information en dehors de lui, comme le font les psychédéliques, qui vont chercher des champs d'information extérieurs. Donc, bien sûr que c'est… et juste une chose, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me demande souvent le cannabis. Moi, le cannabis, je ne le mets pas dans les psychédéliques. Et les chamans n'aiment pas trop non plus ça, travailler avec ça, parce que c'est une chose ange ou démon, ils disent. Hein, c'est pas facile à manipuler. Et souvent, c'est plutôt une drogue qu'un psychédélique. Hein. Je fais vraiment la différence entre drogue et psychédélique. Drogue, il y a dépendance, ça apporte pas d'information, ça réfléchit, etc. Je connais plein de gens qui sont dépendants à la marijuana ou au cannabis. Voilà, bon. Et en même temps, le dernier livre important de Winkelmann, il met un chapitre sur le cannabis. Alors, c'est différent parce que l'huile de cannabis, par exemple, j'ai eu l'occasion d'expérimenter. C'est vrai que ça crée un petit effet psychédélique. L'huile qui est fumée. L'huile de CBD. Voilà. Okay, c'est spécial. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose, voilà.
ouais. Mais donc, c'est un peu la porte d'entrée, mais en général, il n'y a aucun livre sur les psychédéliques qui ne parle du cannabis, qui n'est pas compté dedans, si vous voulez. Non, non, non. Je dis ça parce que s'il y a des mères de famille ou des pères de famille qui nous disent bah, il est gonflé, vu que les psychédéliques c'est bien, mon fils il fume du cannabis, bah, c'est pas Non, non. terrible. Non, non, je ne parle pas du cannabis. Ouais. Moi, j'encourage personne. Bon, Ouais, ouais, je veux dire que j'en ai consommé énormément quand j'étais jeune. Là, j'ai ouais, ouais. 35 ans, j'ai arrêté, mais du jour au lendemain. Et non, non, c'est pas quelque chose que je recommande aux gens. Si, il y a des gens qui peuvent et qui savent le contrôler. Ils vont prendre un truc une fois par mois, une fois, mais Oui, pas. voilà, bah, comme, Ouais, bah, comme tout. Si vous ouais. voulez, Si c'est une pratiquement tout. addiction, non. Les soufistes, ils sont capables de faire des expériences spirituelles avec du vin, par exemple. Avec du vin. Et certains maîtres de yogis spirituels le font avec du cannabis, bien Ok. sûr. C'est des doses précises dans des rituels avec des exercices énergétiques qui vont transcender la substance, qui va juste ouvrir des portes pour aller ailleurs. Voilà, il y a autre chose derrière. Mais si vous prenez ça régulièrement de manière abusive, bah, c'est plus spirituel du tout. C'est de la drogue, voilà. Oui, oui, C'est absolument. l'habituation, des mauvaises habitudes, on va dire. Pour revenir Voilà. Oui, sur les entéogènes, au niveau, quand vous parlez de, d'entrer en contact avec d'autres champs d'information, Mhm. quelque chose qui revient souvent dans les mondes pseudo-chamaniques, ce sont ce qu'on appelle les animaux totems au niveau des archétypes. Oui, animaux de Qu'est-ce, pouvoir, oui. comment, comment est-ce que vous utilisez ça dans votre pratique en tant que psychiatre, que des gens rentrent en contact avec certaines formes pensées ou archétypes? Alors, Je ne sais en pas fait, comment formuler la question. ouais, ouais, ouais. Mm, En fait, quand les gens sont en état modifié de conscience, qu'ils sont en hypnose mm, ou en thérapie psychocorporelle, parce que ça met en état modifié de conscience aussi, ou en EMDR, etc., peuvent se manifester spontanément, ou des archétypes, des animaux totems, enfin des animaux pouvoirs ou des guides oui, qui surprennent les gens parce qu'ils ne s'y attendent pas du tout. Moi, quand j'avais fait ma formation à l'hypnose, la première après-midi, non, pas la première, c'est lors de la deuxième session de formation, la première après-midi de la deuxième session de formation, on faisait des exercices mutuellement pour s'hypnotiser. Vous savez, en formation, on doit appliquer la méthode sur soi avant de oui, l'appliquer oui, sur les autres. absolument. Et pendant toute une après-midi, j'étais en présence, chaque fois qu'on me faisait une induction hypnotique sur moi, Mhm. j'étais en présence d'une sorte d'être céleste, d'ange. Et c'était à l'époque où je m'intéressais pas du tout au chamanisme. Ah Je oui, commençais à peine l'exploration. Et j'étais surpris, c'était d'une beauté, d'une bonté. Et mon chat, quand je suis rentré chez moi, un chat noir, je lui raconte souvent ça parce que ça m'a surpris. On ne peut pas dire que les animaux ils soient sensibles à l'effet placebo. Il mhm. est venu, alors qu'il est sauvage d'habitude, là, il est venu pendant 20 minutes, il a mis sa patte sur moi, il a ronronné sur mon cœur, là, comme s'il savait qu'il c'était quelque chose. C'était impressionnant. Je l'ai attiré alors qu'il n'a jamais fait ça avant, jamais fait ça après, quoi. Ouais, C'était vraiment. Voilà, bref. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, ça peut se manifester spontanément hors contexte chamanique, ouais, hors ouais. contexte spirituel pour des gens qui sont athées ou agnostiques ou qui n'ont jamais réfléchi à la question, quoi, qui croient à rien. Mhm. Et bien sûr, ça arrive plus souvent quand on fait spécifiquement des techniques pour ça. C'est-à-dire que quand vous apprenez le chamanisme, vous apprenez à voyager dans ce qu'on appelle le monde d'en bas, qui est justement celui où on trouve son animal de pouvoir, dans le monde d'en haut, où on trouve ce qu'on appelle ses guides spirituels, et dans le monde du milieu, où on trouve des alliés pour travailler avec les énergies du monde du milieu, la terre, l'air, l'eau, le feu, et puis les différents élémentaux, les différents petits personnages de la contrepartie invisible de notre monde visible. Ouais. Hein. Mais tout ça, ça s'apprend. Mais ça peut survenir spontanément. Alors, quand vous avez fait un peu de chamanisme ou de la spiritualité qui tient compte du transpersonnel, des autres esprits dans d'autres mondes visibles ou non visibles que le vôtre, Mhm. Mhm. qui sont ontologiquement indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie existence, une vraie conscience indépendante de votre propre présence, ils existent. Et puis, quand vous retournez dans le monde, ils existent toujours, ils ont évolué, donc ils ne dépendent pas de vous et de votre imagination. Bref, Ouais, ouais. ben, quand vous avez pris l'habitude de travailler avec ça, oui, vous pouvez les utiliser vous-même dans votre travail pour vous protéger des énergies négatives, vous régénérer, avoir des informations sur le patient pour que, un peu comme font certains médiums, ou alors demander à vos guides d'avoir une idée pour la personne ou de faire voir des choses à la personne qu'elle vous a pas dites ou de Mhm. l'aider à avoir des synchronicités. Enfin, après, il y a tout un travail dont vous ne parlez même pas aux patients parce que ça devient presque automatique. À force de travailler avec des champs, ben, c'est comme s'ils étaient présents et que vous discutez avec une sorte de superviseur ou de thérapeute accessoire ou d'amis conseils. Donc ça se fait un peu tout seul. Les gens, ils sont pas censés être au courant. Puis heureusement que parfois ils le sont. Vous ouvrez une sacrée porte là, hein. C'est une sacrée fenêtre que vous venez d'ouvrir. C'est une immense véranda là, que vous venez d'ouvrir les deux, trois dernières. Oui,
Alors, j'en parle un peu dans le livre justement de l'approche chamanique de la thérapie avec Liliane Van der Velde, c'est-à-dire comment faire du chamanisme sans faire du chamanisme. Un Ok. peu comme en hypnose, on dit faire de l'hypnose sans hypnose. Ça s'appelle l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire, on parle d'une certaine façon qui met les gens sous hypnose sans leur dire qu'on fait de l'hypnose. Et bien là, on peut Ouais. se référer à certaines présences, etc., qu'on installe en début de journée dans le cabinet, entre guillemets, qu'on Ah ouais, installe, ouais, connecte. Et puis après, elles sont opératoires. Mais ça, c'est pas la peine d'en parler, si vous voulez. ouais. Et puis, moi, quand on me voit, je suis très classique, hein. Je Mhm. me suis formé en pas mal de thérapies classiques, hein, thérapie Ouais, ouais. comportementale et cognitive, thérapie familiale systémique, gestalt thérapie, thérapie psychanalytique brève, j'en passe à les meilleurs. Bon, bien sûr, EFT, hypnose, MDR, etc., etc., Tipeee, enfin bref. Mhm. Mais bon, peu importe, et Ouais. cohérence cardiaque. L'important, c'est pas la technique, en fait. C'est est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on est aussi parfois, ou ce qu'on crée, ce qu'on co-crée avec la personne, est quelque chose qui va l'aider à révéler son essence la plus belle, qui Mhm. va l'aider à permettre l'efflorescence, l'éclosion de la saveur particulière qu'a son âme et ce qu'elle peut apporter sur Terre, quoi. En fait, il y a cet aspect presque esthétique, parce que la beauté, Magnifique. c'est l'amour. Parce que C'est la beauté, c'est magnifique ce que l'amour. vous dites là. C'est Parce presque que une œuvre d'art. En fait, notre vie pourrait être une œuvre d'art si elle était consciente. Tout geste pourrait être comme un sacrement, avoir une intention pour rendre le monde encore plus beau. mhm. Tout pourrait être une méditation en action, comme les Japonais quand ils font l'art du thé, ou Ouais. en tantra quand il y a le slow sex, l'art de faire avec présence et conscience l'amour, pas chercher la stimulation, etc., mais au contraire la sensation, la sensualité, Mhm. etc. Euh, voilà, donc c'est tout un art ensuite de vie avec soi, avec les autres, avec le monde. Mais voilà, après, ça appartient à la spiritualité au sens large du terme. De même que dans la spiritualité au sens large, il y a, quand on passe de l'état de conscience ordinaire, moi c'est moi et toi c'est toi, puis qu'on arrive à moi c'est toi et toi c'est moi, puis qu'après on arrive à, il n'y a plus ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. C'est une montée progressive qui se fait. Et après, en thérapie, ce que ça change aussi, c'est qu'on fait beaucoup plus confiance à son intuition. On fait beaucoup plus confiance justement aux choses déraisonnables, un peu délirante, un peu à contre-courant, un peu irraisonnable, fugace, comme ça. Tiens, pourquoi je pense ça? Il n'y a aucune raison. Eh ben, c'est justement drôlement intéressant que je pense ça ou que je sente ça ou qu'il y ait cette image qui m'est traversée. Parce que je vais en parler à la personne, elle va être étonnée comme moi pourquoi je parle de ça et on va découvrir que ça avait un sens. Mais justement, parce que je suis allé dans le non-sens, j'ai accepté de lâcher la raison, la construction, le raisonnement linéaire, logique qui sont. Oui, je suis allé dans, j'ai lâché les vannes et j'ai permis à des connexions avec d'autres champs, quoi. Mais ça se fait petit à petit. Mais vous C'est avez pas. été quand même très bien accompagné et vous l'êtes toujours. Parce que là, ce que vous présentez est d'une telle intégration dans votre pratique, c'est extraordinaire. Là. Je suis sûr qu'il y a des thérapeutes qui vont nous écouter. Ça va leur ouvrir certains champs d'imagination ou d'autres Oui. possibilités d'être dans leur pratique. J'espère qu'ils vont vous contacter parce que Moi, j'espère aussi qu'ils vont entendre une chose, c'est que malgré toutes les belles choses que je dis, il peut très bien m'arriver, comme à tout thérapeute, d'être fatigué, oui. d'être à côté de la plaque, Mhm. de manquer d'empathie, Ouais. de donner des conseils là où je ferais mieux fait d'écouter. C'est vrai. De, d'être ailleurs dans mes pensées parce que je suis distrait. Donc, attention à ne jamais idéaliser. Ça, c'est une direction. C'est un peu comme le phare qui montre au loin l'idéal pour qu'on Ah oui. on se dirige. Bien sûr que tout ça, toutes ces thérapies, ces substances, ça n'empêche pas qu'on est encore humain, on reste humain, et qu'il y a encore des tas de choses à travailler, Mhm. des résidus, j'allais dire des détritus, il ne faut peut-être pas exagérer, je suis pas de poubelle, mais des résidus d'expérience émotionnelle ou cognitive mal digérés encore, qui filtrent, qui mal la conscience, qui la déforment. Bref, on en est tous là. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir justement ces tuteurs-là, Mhm. ces, ces colonnes d'ascension, d'aspiration, Ouais. euh, cet amour et cette beauté qu'a l'univers et qui nous dit, viens, je suis là, je suis bienveillant, je suis là pour t'aider, je suis pas là pour te casser les pieds. Enfin bref, de sentir qu'on est quand même dans quelque chose de bon et d'intelligent et de bienveillant, quoi. Malgré tout, Ce malgré que tout ce qu'on j'aime dans sent. votre expression et dans votre sourire, c'est qu'on sent vraiment que le rire est l'expansion de la conscience. Et ça, je crois que dans votre façon
votre corps est animé, on sent que c'est pas du blabla, c'est du vécu. C'est du vécu. Ouais, que vous Non, soyez merci. fatigué, ça, certes, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais Alors, je vais vous donner mon adresse pour me livrer les fleurs, là, parce que vous êtes en train de me l'offrir. bon, écoutez, docteur Olivier Chambon, je vous remercie beaucoup de cette interview. Je crois que vous avez donné des idées à des gens sur que fondamentalement, on parle de conscience, on parle de différents champs de conscience, de différentes sources d'informations qui sont là et qui sont aussi réelles, et sinon plus que notre vie au quotidien, et qu'à travers votre pratique, la façon dont vous pratiquez la thérapie, vous permettez à des gens à retrouver certaines de ces ressources, à reprendre contact avec certaines de ces ressources fondamentales qui leur permet de revenir dans ce monde et avec un peu plus de mettre les choses un peu plus en relativité. Je ne sais pas comment on dit, en perspective. Parce que vous leur avez permis, vous avez accompagné vers, d'une façon sécuritaire, vers quelque chose de beaucoup plus profond dans leur expérience du possible, de ce qu'ils sont fondamentalement. Donc, je vous remercie beaucoup parce que là, c'est vraiment, je crois qu'il y a plusieurs thérapeutes et d'autres professionnels qui vont agréablement être surpris et ça va leur faire plaisir. Ce n'est pas des fleurs que je vous envoie, c'est Non, vraiment non, avec votre sourire qui vous animait tout à l'heure. Parce que quand on touche certains aspects, ben, on perd un peu le fil de ce qu'on dit parce que on rentre en résonance avec, et ça, vous nous avez guidés, vous nous avez permis de goûter à certaines de ces sphères auxquelles vous avez accès. Et je vous en remercie beaucoup, franchement. merci. Ouais, Merci. je me demandais au début, je voulais préparer quelque chose de plus structuré, puis quelque chose m'a dit non, vous y allez, go with the flow. On va avec le courant et je suis vraiment très touché de ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Ceux qui veulent, il y a des vidéos comme ça à force. J'ai fait pas mal de vidéos sur Internet. Hein. Je les ai toutes regroupées pour que les gens qui veulent les consulter sur olivierchambon.com. C'est olivierchambon.com. Okay. Voilà, il y en a sur la vie après la mort, il y en a sur le chamanisme, il y en a sur la conscience, il y en a sur le psychédélique, il y en a un peu sur tout. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous approchiez la soixantaine. Vous ne prenez pas votre retraite tout de suite, là? Oh mon Dieu, je la prends dans 3 ans et 1 semaine. Je pourrais presque vous dire le nombre de jours. Oh non! Ah si, je suis à bout de mon parcours. Hein. J'ai besoin de changer de métier, quoi. Non, non, mais c'est vrai en plus. Et c'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que dans la vie, il y a des fois, notre âme se met à changer de goût. Elle a envie moi, j'aurais envie de choses plus corporelles, plus dansantes, plus musicales, plus poétiques. Je sais pas parce que je suis pas doué tellement pour d'autres choses. Alors, je vais être obligé peut-être de continuer jusqu'à la retraite effective. Mais après la retraite, par contre, je l'attends avec une certaine impatience et j'ai plein de projets intéressants pour moi et pour les autres aussi. Mais voilà. Mais je sais plus où je vais travailler, quoi. Comme je travaille maintenant, ce sera. Oui, oui, d'accord. Bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance pour vos projets à venir. Merci. Des belles égrégores pour que ça se manifeste. Oui. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à votre Bonne compagne soirée qui à était là vous tout et à aux l'heure. auditeurs aussi. Merci de vous être accrochés.